Bonjour à tous, je m'appelle Fred Cuira. Pas trop près, comme ça. Donc je travaille à la société Terrasol. Donc la présentation que je vous propose aujourd'hui, elle porte sur vous parler de quelques exemples de problèmes posés dans la justification des ouvrages mêlant géotechnique et parasismique. Alors pour illustrer mes propos, j'ai choisi de présenter l'exemple d'un bâtiment industriel fondé sur Radix Général, sur lequel on a travaillé récemment. Donc on balayera ensemble les aspects liés aux paramètres d'entrée pour alimenter les analyses géotechniques et les analyses parasismiques. Et puis on parlera de la question de la stabilité sismique, de la question de la portance de la fondation, de la portance du radier, et notamment en se basant dans un premier temps sur les formalismes visuels, ça veut dire des formalismes de sécurité, y compris sous séisme, qui nous conduisent très vite, pour des faibles niveaux de sismicité, on est très vite face à une impasse conceptuelle, ça veut dire on ne sait pas justifier à partir d'un certain niveau de sismicité, l'ordre de grandeur 0,2G, on ne sait pas justifier la portance sismique d'un radier correctement. En tout cas par ces formalismes pseudostatiques. Et donc, en fait, l'idée, c'est que cet impasse conceptuel, il nous conduit donc à se poser la question sur l'origine de ces formalismes de sécurité, que ce soit en statique ou sous séisme, ces formalismes de sécurité, ils sont là, en réalité, pour garantir un faible niveau de déplacement subi par l'ouvrage, que ce soit sous chargement permanent ou sous chargement sismique. Alors, quand on parle de chargement permanent, la durée d'application, le caractère monotone de la charge fait que on a besoin d'une sécurité de l'ordre de 2 à 3 pour garantir ce faible niveau de déplacement, faible niveau de déformation. Quand on s'intéresse à des chargements sismiques, le caractère alterné, le caractère de courte durée, de très brève durée, fait qu'on peut autoriser un coefficient de sécurité inférieur à 1 tout en garantissant un faible niveau de déplacement, de déformation. Et donc là, on passera par des approches qu'on appelle des approches performantielles ou des approches en déplacement. Et l'intérêt de ces approches-là, quand on les met en œuvre, c'est qu'ils ouvrent la voie à des conceptions intéressantes qui permettent de voir, quand on parle de déplacement ou d'accepter le déplacement d'un ouvrage, ça veut dire, ou d'aller vers un niveau de sécurité inférieur à 1, ça veut dire qu'on va développer des déformations plastiques. Et ce mécanisme de déformation plastique, on peut y voir comme étant en fait un isolateur, un formidable isolateur naturel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va permettre de dissiper de l'énergie, protéger l'ouvrage, isoler l'ouvrage par rapport à un cas d'une conception basée sur un comportement linéaire du sol. Alors l'exemple que je propose de regarder, c'est celui d'un bâtiment industriel, donc fondé sur Radix Général, donc vingtaine de mètres de largeur, vingtaine de mètres de hauteur, une longueur d'une quarantaine de mètres. On a un radier général de 80 cm d'épaisseur, une contrainte moyenne au sol, c'est-à-dire le poids de l'ouvrage ramené à la surface d'assise de l'ordre de 90 kPa. Le sol d'assise, c'est un sol au fait, c'est un complexe alluvionnaire, donc plutôt de bonne compacité. Donc par rapport à la contrainte qu'on a, on reprend 90 kPa, on a une réserve de portance ou de contrainte mobilisable en compression de l'ordre de 1,3 MPa, donc la question de la portance statique ne se pose pas. On a des paramètres précieux, donc c'est ce qui permettra d'alimenter l'analyse géotechnique classique en termes de tassement, de sollicitation, sous chargement permanent dans le radier. Et puis on a aussi des essais cross-up qui ont permis de définir une vitesse de propagation de l'ordre de 250 mètres par seconde. Des propriétés de cisaillement, 0 kPa, 33 degrés donc de frottement. Le complexe alluvionnaire, qui sert de massif de fondation, il fait une vingtaine de mètres d'épaisseur et il couvre, on va dire, un substratum sismique au vrai sens du terme, ça veut dire on a un VS de moins 800 mètres par seconde. Alors, si on commence par les aspects géotechniques, donc là on a affaire à une fondation sur radier. La particularité de ce concept, de ce type de fondation, c'est que l'analyse passe nécessairement par une analyse par des approches qui tiennent compte de l'interaction sol-fondation. Ça veut dire, contrairement au cas d'une semelle isolée rigide où on connaît à l'avance la surface sur laquelle le sol va être intéressé, le cas d'un radier en fait, nécessite de faire intervenir la notion de rigidité relative pour on va dire, identifier la zone sur laquelle la réaction de sol va être mobilisée. Donc si on prend le cas d'un radier plutôt rigide sur un sol mou, en fait, il va avoir une capacité significative à répartir les charges. Le même radier, je le pose sur un sol rocheux, il va se comporter comme une feuille de papier. Donc en fait, c'est cette notion de rigidité relative
qu'il convient de prendre en compte dans les analyses statiques. Donc là, ça passe par exemple, des modèles, ça peut être des modèles de coefficient de réaction ou des modèles hybrides, donc dans lesquels on représente le radier par des éléments, par exemple, de plaques. Et puis le sol, ça peut être des éléments finis ou simplement des solutions analytiques préétablies, donc qui permettent de caractériser la réponse du sol par des solutions analytiques. Donc ça peut être du boussinesque, par exemple. En tout cas, ces modèles-là nécessitent la définition de modules de déformation. Donc c'est le principal paramètre dont il convient donc d'en déterminer, on va dire, l'amplitude, tenant compte du niveau de déformation qu'on attend sous un ouvrage de ce type-là. Il faut imaginer que ce que j'évoquais en introduction, le niveau de sécurité qu'on a en statique, 2 à 3 par rapport à la charge de rupture, c'est ce qui nous permet de travailler dans un domaine pseudo-élastique réversible. Et ça correspond, pour une fondation correctement dimensionnée, à une gamme de déformation de l'ordre de 0,1%. 0,1%, ça veut dire on a des tassements de quelques centimètres sur un complexe, on va dire support d'une dizaine ou quelques dizaines de mètres d'épaisseur. Donc ce qui est le cas ici, et pour cette gamme de déformation, l'expérience montre, si on veut se raccorder par exemple au module de déformation mesuré par l'essai classique de Ménard, ça correspond à quelque chose de l'ordre de 4 à 6 fois EM. Alors si on met en œuvre l'analyse, ça permet donc en phase, on va dire, en phase géotechnique, en phase statique, le but c'est de regarder, donc pour la question de portance ne se pose pas, donc le principal point qu'il faudra regarder, c'est le tassement absolu, différentiel, ce sont les sollicitations dans le corps du radier. Donc là, les moments fléchissants, on a quelque chose qui varie entre moins 150 et 400 kN par mètre linéaire. Ça, c'est un calcul qui est fait avec une hypothèse d'un module de 4 fois EM. Si on considère un module un peu plus élevé, qui est pleinement justifié dans le cas présent, ce n'est pas de nature à bouleverser les ordres de grandeur en termes de sollicitation. Et les tassements, on a quelque chose de l'ordre de 1 à 1,5 cm. C'est ramené à l'épaisseur de la couche, ça confirme la gamme de déformation que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc ça, c'est la partie statique. La partie sismique, pour traiter les aspects sismiques, à partir de ce modèle-là, il faudra compléter par un certain nombre d'hypothèses. En l'occurrence, dans le quotidien des bureaux d'études, on aborde l'aspect sismique en lien avec les oroconduites, moyennant donc les notions de spectre de réponse, qui se basent donc sur un certain nombre de paramètres, à commencer par l'accélération en champ libre. Donc l'accélération en champ libre maximale, c'est quelque chose qui va faire intervenir à la fois le zonage géographique, donc on est en zone 4, donc ça nous donne une accélération au rocher de 0,16 G, et puis on a un ouvrage de catégorie d'importance 3, donc une période de retour de 800 ans, et donc ça nous conduit à une amplification, ça impose une amplification de cette accélération au rocher de 1,2. On a une couverture alluvionnaire de type C, donc la classe C au sens de la classification orocodienne, et ça conduit donc à une amplification de le rocher de la surface de 1,5, soit 0,3 G en surface. Et à partir de là, l'idée c'est de dire finalement qu'est-ce qui nous manque d'autre pour caractériser maintenant le massif de sol. Et c'est là où c'est intéressant en fait de bien visualiser les différences qu'on pourrait avoir, notamment dans le choix des modules, entre la sollicitation statique et la sollicitation sismique. Sous chargement statique, on a des charges qui s'appliquent sur une durée de 1 mois à plusieurs dizaines d'années, 50 ans, la durée de vie des ouvrages courants. Le site de chargement, c'est un chargement plutôt monotone. La composante dominante est verticale, sauf pour les murs de soutènement par exemple. Le chemin de chargement, il est volumique et déviatorique, donc à proximité immédiate de la fondation, on a de la compression. Plus en profondeur, on aura du cisaillement. Type de chargement, c'est plutôt une charge imposée, sauf pour les effets parasites, par exemple des mouvements latéraux libres du sol. On pourrait avoir à ce moment-là un déplacement imposé, mais le plus souvent, c'est une charge imposée. Et les niveaux de sécurité qu'on pratique usuellement permettent de travailler dans une gamme de déformation 10-3 à 10-2. Sous chargement sismique, la durée d'application est beaucoup plus courte, 10 à 40 secondes. Le signe de chargement est alterné, donc ça veut dire que ce n'est pas monotone. Si on idéalise le chargement sismique, on va se ramener à un nombre de cycles de l'ordre d'une dizaine de cycles. Direction de chargement, c'est l'horizontale qui est en général dominant. Chemin de chargement, c'est principalement du cisaillement qui va nous intéresser. Ce n'est pas une charge, c'est un mouvement imposé, c'est une excitation qui est arrivée sur la structure. Donc la structure, c'est un oscillateur, il devient source d'excitation, source de vibration. Il sollicite à son tour la fondation, et c'est à ce moment-là qu'on va parler de charge arrivée sur la fondation. Et puis, au fait, ce caractère alterné et ce caractère brève durée fait que finalement, bien que les amplitudes soient significatives,
on n'a pas le temps de développer dans le sol des déformations significatives. Donc on a des déformations qui ne dépassent pas le 10-5 à 10-4. C'est les ordres de grandeur, on va dire, qui sont applicables pour des séismes en métropole, voilà, en France. Donc en général, pour caractériser la déformabilité du massif de sol sous séisme, on va utiliser la notion de courbe dégradation. Donc il faut imaginer que dans la pratique, en sous-chargement statique, on va se baser sur un module estimé par défaut, c'est le module pressiométrique, et on va avoir une approche par le bas. Donc ça veut dire on prend ce module-là et on l'améliore de manière à tenir compte du fait que finalement ce qui nous intéresse au chargement statique, c'est une gamme de déformation plus faible que celle qu'on a couverte dans l'essai pressiométrique. Tandis que sous chargement sismique, la démarche consiste le plus souvent à mesurer un module à très faible niveau de déformation, de cisaillement, et à partir de ce module-là, on dégrade, donc pour arriver dans la gamme qui nous intéresse. Donc c'est une approche par le haut, on dégrade pour donc le niveau de dégradation en général, pour les gammes de déformation que j'ai évoquées, c'est de l'ordre de 0,3 à 0,7 fois Gmax. Alors dans l'euroconduite, dans la pratique, on utilise souvent cette corrélation-là, donc cette approche forfaitaire qui permet d'avoir G à partir de Gmax, donc cette dégradation-là, en fonction du niveau de sismicité, donc implicitement en fonction de la gamme de déformation, et c'est valable pour des sols alluvionnaires, donc de vitesse inférieure à 360 mètres par seconde. À partir de là, une fois que j'ai un module de déformation, ça me permet d'alimenter des analyses, on va dire, de type interaction sur structure. Donc l'idée, c'est un gros mot, en fait, l'idée c'est que ce qu'on est en train de faire simplement, c'est d'ajouter de la souplesse sur la structure. Donc on va regarder la réponse de la structure, de l'oscillateur équivalent à la structure, tenant compte de la souplesse additionnelle apportée par le sol support, donc c'est des ressorts et des amortisseurs. On appelle ça en sous-chargement sismique des fonctions d'impédance, qu'on aborde aussi dans la pratique par des modèles hybrides. Ça veut dire qu'ils combinent des éléments finis, on va dire, finis de structure, de plaques par exemple, à des solutions préétablies pour le sol support de propagation d'ondes dans un milieu 2D ou 3D, donc des logiciels de type SASI ou MIS 3D par exemple. Donc ça nous permet d'établir ces impédances et à partir de là, on fait une analyse spectrale, analyse modale spectrale, donc ça, à titre indicatif, excusez-moi. À titre indicatif, sans ISS, c'est-à-dire en imaginant que la structure est encastrée à sa base, on a une période propre de l'ordre de 0,35 secondes, donc c'est plutôt rigide. Et puis avec ISS, on a un allongement des périodes. Donc là, on n'a pas changé le taux, on n'a pas pris en compte l'apport en amortissement du sol support. Je reviendrai là-dessus si j'ai le temps. Et au fait, donc, si on se focalise sur la question de souplesse, on a 0,45 secondes, ce qui signifie, en fait, la lecture de spec, ça signifie que le signal incident, l'accélération que j'avais au champ libre, 0,3G, en réalité, va être amplifiée par la structure d'un rapport de l'ordre de 2. Intéressant à noter aussi, c'est qu'à partir de cette lecture spectrale, on a une idée de déplacement que va subir la structure sous chargement sismique. Le déplacement maximal qu'on va avoir au niveau de la structure, c'est-à-dire sa distorsion, c'est de l'ordre de 3 cm. Et maintenant, on arrive à la question qui nous intéresse, donc celle de la stabilité sismique de la fondation. Donc, une fois on a fait cette analyse, on a accès donc, à une descente de charge sismique équivalente sur la fondation, et on nous demande de regarder sa capacité portante. On a un radier, je rappelle, on a un radier qui fait 20 mètres x 40 mètres de largeur, et que le taux de travail en statique, c'est 90 kPa. On a un torseur de chargement, donc qui correspond à quelque chose de l'ordre de 50 à 90 MN en horizontal, V au corps tranchant. En vertical, 60 à 100 MN, à comparer aux 1500 MN de disponibles en capacité verticale. Et puis on a un excentrement, donc il y a un moment de renversement de 450 à 650, ce qui correspond à un bras de levier de l'ordre de 6 mètres. Ce qui est intéressant, c'est que quand on utilise ça et on introduit ça dans un formalisme de calcul de portance, donc ça c'est ce qu'on utilise dans l'euroconduite, mais si on supprime le terme F qui correspond à la force d'inertie, ce n'est autre que ça s'apparente à ce qu'on fait dans un modèle de type Franz, un modèle de type poinçonnement à 3 blocs, etc. Mais l'intérêt de ce modèle-là, c'est que ça tient compte des forces d'inertie en plus. Donc là, on imagine un sol frottant, on introduit les différentes combinaisons de charges. Aucune combinaison ne satisfait le critère. Donc on est en train de conclure que dans le cas présent, en fait, il y a un problème de portance du radier sous chargement sismique. Donc, en fait, ce n'est pas propre à l'exemple qu'on est en train d'étudier. On peut faire l'exercice de façon analytique. Alors, avant de montrer l'exercice idéalisé, ce qui est intéressant, quand on montre la formule comme ça, en fait, c'est difficile de comprendre ce qui se passe.
mais c'est toujours intéressant de représenter ça sous format graphique pour voir où est-ce qu'on se situe, quel est le mécanisme qui est en jeu. Donc là, en fait, cette formule-là, on peut la représenter sous forme graphique, sous la forme d'un diagramme de stabilité, un diagramme d'interaction. Alors souvent, sous chargement sismique, ce qui est intéressant à observer, c'est que le moment de renversement, il est quasiment proportionnel à la charge horizontale. Il y a un bras de levier qui se dégage. Et donc là, ce que j'avais identifié dans le cas présent, le bras de levier était entre 6 et 9 mètres dans les combinaisons de charges qu'on m'a donné. L'intérêt, c'est que ça permet de faire une représentation en 2 dimensions, donc le diagramme de stabilité, effort vertical normalisé, N sur R. Donc, c'est-à-dire quand je suis à 1, c'est la rupture au point seulement. Effort horizontal normalisé, V sur R. Donc là, c'est le glissement pur. Là, c'est le point seulement pur. La droite tangente phi, donc le glissement selon l'angle de frottement au contact, ça correspond à ça. Le diagramme de stabilité pour un sol frottant, c'est ça. Et la descente de charge qu'on a à reprendre est là. En réalité, au fait, ce n'est pas du poinçonnement qu'on a, c'est plus une perte on va dire, de stabilité par glissement. Quand on regarde les articles qui étaient à l'origine de cette formule-là, et on regarde les cinématiques de rupture, et qu'on essaie au fait de représenter graphiquement la cinématique de rupture dans cette zone-là, en fait, on se rend compte que le mécanisme il se développe sur 20-30 cm de profondeur. C'est quasiment un mécanisme de glissement. Donc ce n'est pas un mécanisme de poinçonnement, mais néanmoins il y aura des déformations plastiques, à la fois horizontales, mais aussi verticales. Et de toute façon, la question qui aurait dû être posée à ce stade-là, c'est est-ce que le sol peut être considéré comme un matériau de comportement frottant sous séisme ou cohérent? Là, on a affaire à un complexe alluvionnnaire, c'est des sables, ce n'est pas des graviers, c'est des sables sous nappe. Des sables sous nappe, à moins d'avoir une perméabilité de l'ordre de 10-3 mètres par seconde, le comportement est plutôt fermé, le comportement est non drainé. Donc en toute rigueur, un sable dont la perméabilité est inférieure à 10-4 mètres par seconde, on doit caractériser son comportement par une résistance au cisaillement constante, sous séisme. Et donc ce qui correspondrait, si je fais ce choix-là, ça conduirait à ce diagramme de stabilité, mais néanmoins, la nappe étant à 2 mètres de profondeur, le mécanisme est quasiment superficiel. En réalité, on va intéresser des matériaux qui sont hors nappe et de comportement frottant. Donc le choix de ce mécanisme-là dans cette zone ici est pleinement justifié. Donc conclusion, pas stable. Et puis si je regarde maintenant de façon idéalisée, c'est-à-dire j'ai refait l'exercice indépendamment du projet, j'assimile la structure à un modèle analogique, ça veut dire je place un oscillateur penché à une distance h de la base, j'ai une fondation de largeur b, j'excite au fait ce support-là, j'ai une amplification dynamique qui se traduit par un facteur spectral SE. Donc si je me raccorde au cas qu'on a traité dans le bâtiment que je suis en train de présenter, c'est de l'ordre de 2. Et puis ça me permet d'avoir tout de suite la force verticale, la force horizontale et le moment qui est directement lié au bras de levier. Et l'intérêt de cet exercice, c'est de dire à partir de quel moment on a un problème en réalité dans cette configuration-là. Ça veut dire un ouvrage fondé superficiellement, un centre de gravité situé à une distance h de la base, une largeur de base de b. Ben, la réponse est que par exemple, si je considère une structure faiblement élancée, 0,3 h sur b de 0,306, à partir de 0,2g, on est incapable de justifier le mécanisme de stabilité selon le la stabilité sismique selon le formalisme de sécurité usuel, donc pseudostatique, comme tel que c'est par exemple préconisé dans l'Euroconduite, sachant que dans la démarche que je suis en train de présenter, je n'ai considéré aucun facteur de pondération ou de sécurité partielle sur les propriétés de cisaillement. Donc en fait, ce constat-là, il n'est pas propre. Donc là, j'ai fait l'exercice pour un sol frottant à 33 degrés. On peut refaire l'exercice pour un sol cohérent et on va trouver que le 0,28G devient égal à 0,3, ce 0,21 c'est 0,24, c'est pas de nature à bouleverser les conclusions. La réalité c'est qu'on, pour des séismes au-delà de 0,2G, on a du mal, on touche la limite du modèle conventionnel pseudostatique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui peut être fait en première approche, c'est de dire très bien, on a à partir de 0,2G, donc dans le cas présent, quand je fais l'exercice de façon itérative, en recherchant l'accélération qui correspond à la limite de stabilité, la réponse est 0,2G. Et la question, qu'est-ce qui se passe au-delà de 0,2G? Au-delà de 0,2G, si on a dit que l'accélération maximale du site c'est 0,3, il y aura, à chaque fois que je dépasse 0,2G, il y aura développement de déformation plastique irréversible, dont on peut estimer en première approche l'amplitude en disant finalement, j'ai 0,2G comme accélération déstabilisante, 0,3G comme accélération maximale. Quand on regarde des abats qui traînent dans la bibliographie, par exemple là c'est la bague d'Ambrasé, on regarde quand on a par exemple un rapport entre l'accélération déstabilisante et l'accélération maximale de 0,7,
c'est ça le rapport qu'on a entre 0,2 0,2 sur 0,3, bah, en fait, ça nous dit que grosso modo, on va avoir des déplacements de l'ordre du centimètre. Ça veut dire des déplacements de même ordre de grandeur que ce que j'avais accepté sous chargement statique à long terme, et sachant que sous chargement dynamique linéaire, j'avais un déplacement horizontal de 3 cm. On peut aborder on va dire le problème de façon plus rationnelle en disant bah, finalement à ce stade-là, moi j'ai à disposition une analyse modale qui a permis de caractériser la structure par une brochette équivalente, donc une sorte d'assemblage de masse et de ressorts. J'ai aussi fait l'analyse de la réponse de la fondation et j'ai défini des ressorts et donc des impédances équivalentes. Et je vais, en fait, si je branche ça sur ça et je fais le calcul en linéaire, je dois retrouver des résultats comparables à ce que j'ai obtenu par l'analyse modale spectrale. Et l'idée, c'est que maintenant, on va améliorer l'analyse. Donc, c'est des modèles qu'on peut mettre en œuvre dans un tableur Excel. On améliore l'analyse et puis on introduit un critère de plasticité. Donc, ça peut être un critère de glissement pur, ça peut être un critère de plasticité combiné qui obéit au mécanisme de rupture qu'on a dans l'euroconduite, par exemple. C'est ce qui a été fait ici. Et quand on met en œuvre l'approche, bah, la donnée d'entrée, c'est un accélérogramme. Donc le prix à payer, c'est d'avoir accès à des accélérogrammes. À partir de là, donc là, on a choisi, l'intérêt de ces modèles-là, c'est qu'il ne faut pas rechigner sur le nombre d'accélérogrammes. Donc l'idée, c'est d'aller chercher, on peut faire dérouler une vingtaine d'accélérogrammes sans problème. Donc l'idée, c'est de faire le plus grand nombre possible d'accélérogrammes pour avoir un résultat ou une tendance qui commence à devenir pertinente pour le dimensionnement. Et donc là je illustre le cas pour 3 accélérogrammes qui ont été calibrés sur le spectre de réponse. Et si je regarde la réponse, bah, en fait, finalement, le calcul linéaire, je sollicite linéairement, je retrouve le 3 cm en déplacement maximal. Et donc ça donne un déplacement, donc un calcul linéaire, un déplacement réversible, donc nul à la fin. Et puis maintenant, si j'active le mécanisme de rupture, le filtre, entre le support et la structure portée, bah, j'ai un glissement, j'ai un déplacement irréversible. Le déplacement est de l'ordre de 0,8 à 1,3 cm. Même ordre de grandeur que ce que je n'avais accepté sous chargement statique. Alors cet exercice-là, on va en retrouver aussi dans une thèse CIF qui a été réalisée récemment, donc par Youssef Aboud. Donc c'est l'étude d'un bâtiment, on s'est amusé. On peut améliorer l'analyse en introduisant, en plus des mécanismes de rupture, des mécanismes d'écrouissage. Ça veut dire on commence à dissiper l'énergie bien avant d'atteindre le critère de rupture. Donc là, si on fait l'exercice ici, donc on compare la réponse d'un bâtiment plutôt raide, plus raide que ce que j'avais étudié juste avant. Donc c'est 8 Hz. Tout à l'heure, on avait 2 Hz à peu près. 0,40 G, donc 45 G, donc un séisme encore plus fort. Et on regarde l'effort tranchant maximal qu'on obtient dans un calcul sans ISS, base fixe, 96. J'introduis de la souplesse, l'intérêt de l'ISS linéaire, donc ça allonge les périodes, j'ai 68. J'active donc un mécanisme de glissement, j'ai 64. J'active un mécanisme de poinçonnement, un mécanisme d'écrouissage, et maintenant j'ai écrouissage, glissement, poinçonnement, je passe à 50. Et j'ai même un coefficient de sécurité supérieur à 1. Le fait que j'ai dissipé l'énergie bien avant d'atteindre le critère de rupture. Le prix à payer pour avoir tout ça, c'est de l'ordre de 1 cm, même type de conclusion. Alors on va retrouver ça, donc ça c'est... Au fait, dès qu'on commence à mettre en œuvre ce type d'approche, ça ouvre la voie donc, à des conceptions, ce que je disais en introduction, plutôt intéressantes. Ça veut dire, au lieu de voir dans ce mécanisme d'écrouissage, du mécanisme de plasticité, comme étant une violation de critères, donc oh là là, on va avoir des déformations plastiques, il faut y voir plutôt une capacité du sol à développer, à dissiper de l'énergie. Donc en fait, l'idée, c'est que la sollicitation sismique arrive par le sol. Si je fais en sorte que le sol rentre en plasticité le plus vite possible, et que tout en maîtrisant l'amplitude de déplacement qui va en résulter, ben je suis en mesure, au fait, d'isoler l'ouvrage, de limiter l'impact du séisme sur l'ouvrage. Donc c'est ce qu'on va retrouver, donc ça c'est une publication récente de Gazetas. Donc on compare la réponse d'une pile de pans avec un dimensionnement classique, ça veut dire un dimensionnement conventionnel pour lequel je cherche effectivement de faire en sorte à ce que le sol travaille dans le domaine élastique. Pour cela, il faut une semelle de largeur 11 mètres. Et puis à côté, je vais faire un dimensionnement non conventionnel. Donc ça veut dire que je vais réduire volontairement la dimension de la fondation de manière à garantir quand même la stabilité sous chargement statique, mais d'autoriser le développement de la plasticité sous chargement sismique. Et quand on met en œuvre cette analyse-là, bah, la réponse c'est que bah, finalement, dans le cas où je bloque la fondation est toujours là, zéro tassement, et simplement j'ai maintenant transmis trop de sollicitations à la structure portée, et j'ai le dommage, j'ai la pile qui est endommagée. C'est-à-dire que pour le séisme qui a été étudié, c'est un séisme assez fort,
la pile serait par terre. La pile serait cassée, la fondation est toujours en place. Et dans le cas où j'accepte de développer des déformations plastiques, ben je dissipe l'énergie. Donc le résultat à la fin, c'est aucun dommage structural, un tassement. Donc dans le cas qui est présenté, c'est un tassement de quelques centimètres. Si l'ouvrage est capable d'encaisser ce tassement-là, c'est gagné. Donc les enseignements pour conclure. Donc l'approche en déplacement, qui peut se révéler complémentaire des analyses basées sur l'utilisation des formalismes classiques de sécurité pseudostatiques. Alors les formalismes, c'est très important de rappeler que ces formalismes-là, leur objectif, c'est de contenir les déplacements pour rester dans un domaine acceptable. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas que le sol rentre en plasticité ou pas, ce qui nous intéresse, c'est que la structure encaisse des déplacements qui restent acceptables. Donc en fait, sous chargement monotone, cet état d'esprit-là se traduit par un niveau de sécurité de l'ordre de 2 à 3. Donc du fait que la charge est de longue durée, monotone, on a des phénomènes de type fluage qui peuvent se développer si on se rapproche trop du niveau, on va dire, de la limite de stabilité. Sous chargement sismique, du fait du caractère très brève durée, alterné, on peut autoriser un niveau de sécurité bien inférieur à 1, tout en développant des déplacements irréversibles d'amplitude tout à fait acceptables. Et sachant qu'on peut aussi voir un côté positif, ça veut dire ce mécanisme de plasticité, il peut être recherché comme étant, on a un matériau qui est capable de plastifier, donc de dissiper l'énergie, on peut en profiter comme un isolateur sismique naturel.